Merci, merci, ça fait chaud au cœur. Du coup, je vais vous parler de l'histoire sans fin des interactions toxiques et surtout comment sortir du cercle vicieux des jeux psychologiques. Vaste sujet. Alors, pour commencer, je vais me présenter rapidement. Alors, c'est moi, mais j'ai juste un peu moins de cheveux. Donc, je m'appelle Cyril Odeline. Je suis coach d'organisation et coach professionnel en cours de certification avec l'ICF. Voilà, et je travaille depuis maintenant 7-8 ans dans le domaine de tout ce qui est accompagnement de transformation, coaching agile, coaching d'équipe. Et le coaching professionnel, c'est un peu plus récent, ça date d'1 an où j'ai été formée par Alain Cardon au coaching systémique. Mais bref, qu'est-ce qui m'amène ici à vous parler de ce sujet? Plusieurs choses. Déjà une histoire, une expérience personnelle. Une de mes premières, dans ma première expérience professionnelle, après mon alternance, stage, tout ça, bref, premier job, j'ai été victime de harcèlement au travail. Et du coup, ça m'a amené à pas mal me questionner sur les interactions toxiques, pourquoi ça m'est arrivé à moi, pas à d'autres, pourquoi ça m'a fait autant réagir moi et pas d'autres personnes, parce que même si la personne en soi est fautive de m'avoir harcelée dans ce contexte professionnel, on était dans une relation professionnelle, donc je pense que ma réaction et ma posture a dû jouer également. Voilà, donc je me suis intéressée à tout ce qui est analyse transactionnelle, driver, tout ça, je vais vous en parler un peu plus. Et également, au cours de mon expérience plutôt professionnelle derrière, en tant que coach d'organisation, coach d'équipe et coach pro, j'ai pu observer des interactions toxiques et puis peut-être aussi me rendre compte que j'étais souvent dans la posture de sauveur, me dire que c'était peut-être pas tout le temps bien. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, bref, donc plein de choses qui m'ont amené à ici aujourd'hui. Et donc, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de ça, de qu'est-ce qui fait que nos interactions dérapent, et surtout, comment est-ce qu'on peut arriver à des interactions et donc des relations plus saines et plus apaisées. J'espère vous amener des choses. Donc, on va aborder ça en 4 étapes. Première chose, déjà, redéfinir un peu qu'est-ce que c'est une interaction et surtout une transaction. Deuxième chose, pourquoi les choses se répètent. Donc, aborder la notion de scénario de vie et de driver. Ensuite, on va faire une petite autopsie des jeux psychologiques et surtout ceux qui vous font réagir. Et enfin, comment assainir les interactions, comment sortir des jeux psychologiques qui sont les plus destructeurs. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Et du coup, je vais vous proposer plusieurs way out. C'est parti? Cool. Yes. Ils sont là. Et je vous propose, alors je vais essayer d'être dans le timing et de garder un petit temps pour les questions, en espérant ne pas être pas trop palabré. Mais voilà, je vous invite à garder vos questions pour la fin. Comme ça, je ne perds pas le fil de ma pensée et peut-être que vous allez avoir les réponses au fil de l'eau. Donc, sait-on jamais. Bref. C'est quoi déjà une interaction ou plutôt une transaction? Alors, je ne peux pas vous parler de transaction sans vous parler d'analyse transactionnelle, avec en photo ici notre cher Eric Berne, donc, qui est psychiatre canado-américain, qui a amené cette théorie, qui est un courant de psychothérapie vraiment humaniste, qui a été développé à l'après-guerre. Et lui, vraiment, son intention a été de transformer la pratique de la psychanalyse. Et cela en rendant plus accessible en fait toute la théorie, tous les termes au plus grand nombre, et du coup d'amener un rapport un peu plus égalitaire entre le patient et le thérapeute. Et tout le fondement de l'analyse transactionnelle, c'est vraiment ça, c'est d'analyser, le fait d'analyser nos transactions, nos interactions, c'est ça qui va vous permettre de découvrir comment vous fonctionnez. Ça serait top. Et donc, autre intention de cette analyse transactionnelle, de ce courant, c'est vraiment de comprendre, de transformer le fonctionnement des individus pour qu'ils aillent vers plus d'autonomie. Alors pas d'autonomie au sens je peux me débrouiller tout seul comme un grand, mais plus au sens je sais à quel moment je peux faire capable à mes ressources intérieures, mais également à mes ressources extérieures. Donc c'est bien comprendre ça. Et donc ça passe par la conscience de soi, développer l'intimité avec soi, mais aussi avec les autres, la spontanéité, etc. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans la théorie sur l'analyse transactionnelle. Ce qui est à savoir, en tout cas, c'est que
le postulat de l'analyse transactionnelle, déjà, c'est qu'on a en nous 3 états du moi. Parent, adulte, enfant, que je vais aller développer par la suite. Et ces 3 états du moi vont influencer vos comportements, vos réactions, et vont constituer votre personnalité. Alors, on peut les repérer au cours du temps, hein, dans vos interactions, par des changements de posture, de voix, d'attitude. Et c'est vraiment 3 aspects qui sont super importants pour la vie, même si parfois on peut avoir tendance à vouloir en cacher un sous le tapis, parce qu'on l'aime moins. Vous voyez duquel je veux parler? Donc ils ont tous leur place légitime. Alors on va les décortiquer. Le parent, c'est vraiment l'état du moi qui ressemble le plus à celui de vos figures parentales. Donc c'est un petit peu ces moments où vous réagissez un petit peu comme vos parents, quoi, avec la même voix, les mêmes attitudes, les mêmes expressions. Alors, ça vous apprend déjà la chose super importante qui est de vous apprendre à être des parents effectifs, je veux dire dans la vie plus tard, si vous avez des enfants. Et ça vous permet également d'automatiser pas mal de vos réactions. Finalement, ça permet de faire les choses ou de répondre aux choses parce que ça se fait, parce que ça se dit. Donc finalement, toute la routine, on la laisse aux parents. On va laisser les questions un peu plus compliquées à l'adulte. Donc l'adulte, lui, c'est vraiment votre état qui est orienté dans tout ce qui est autonomie. On regarde l'environnement avec objectivité et avec les faits. Et vous allez pouvoir faire l'expérience et du coup de vos échecs, de vos succès. Et puis derrière, justement, on apprend des choses et éviter de retomber dans les mêmes travers. Donc ça, c'est assez super important à la survie, encore une fois. Et l'adulte, il a aussi une autre fonction, c'est de réglementer un petit peu entre le parent et l'enfant. Il fait un petit peu médiateur objectif. Et l'enfant, c'est vraiment ce qui reste des traces de votre enfant, de vos comportements, de vos réactions. C'est là où se loge toute la créativité, toute la spontanéité, tout l'élan, l'esprit de créativité. Les traces archaïques. Et donc, le but même de l'analyse transactionnelle, c'est vraiment ça, c'est d'analyser finalement quel état du moi est activé par l'agent, à gauche, et quel état du moi est activé par le réagissant. Donc l'agent va envoyer un stimulus et le réagissant va avoir une réaction transactionnelle. Donc on parle de transaction et c'est pas pour rien, en fait ça a quasiment une connotation commerciale, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, selon Eric Berne et dans l'analyse transactionnelle, l'idée c'est de se dire qu'on interagit avec les autres êtres humains dans le seul but de recevoir des signes de reconnaissance. Alors ça peut être comme les applaudissements de tout à l'heure pour me donner du courage. C'est génial, j'ai qu'à demander. Ou c'est juste peut-être vous dites bonjour et la personne ne peut pas vous répondre, mais au moins elle vous envoie un petit regard ou un petit sourire. Un signe que vous avez été reconnu, que vous êtes là. Et parfois quand il n'y a pas de signe, c'est là que ça nous dérange justement. Alors je vais vous montrer un petit peu, alors 2 exemples surtout, de types d'interactions, pour que vous compreniez là où se logent les potentiels problèmes. On a des interactions qui sont complémentaires, c'est-à-dire que le stimulus et la réaction reçue sont plutôt adéquates, sont plutôt cohérents. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple de adulte-adulte. Typiquement, je ne sais pas si ça va vous parler, lors d'une review de sprint, le Scrum Master qui va demander le bilan à l'équipe de ce qui a été réalisé, ce qui a été fini, et une ou plusieurs équipes, une personne de l'équipe va dire il y a 20 points sur les 30 qui ont été finis. Voilà, factuel, basique. Ça pourrait continuer très longtemps, ce genre d'échange, sans souci. Autre type de transaction complémentaire, enfin, autre exemple, on a le enfant-parent. Donc, vous avez simplement l'enfant qui est malade, qui demande un verre d'eau, et son père ou sa mère qui va lui amener. Voilà, transaction enfant-parent, classique. Autre transaction complémentaire que vous avez peut-être connue, les membres d'une équipe qui proposent en rétrospective, et si on bloquait carrément la prod, ou si on faisait grève. Et le ou la Scrum Master qui répond « Non mais vous y pensez pas sérieusement là ?» Voilà, donc je précise que le parent c'était plutôt le Scrum Master. Hein. Mais t'y penses pas? Voyons. Donc, bref, donc vous voyez que c'est un jeu, hein, c'est un jeu d'interaction, mais ça pourrait continuer longtemps parce que ça suit un ordre plutôt logique, naturel, sans problème. Là où ça commence à poser problème, c'est quand il y a des transactions cachées. C'est-à-dire qu'il y a l'action simultanée en fait, de 2 états du moi. Par exemple, le jeu de la vente.
On a par exemple un vendeur qui dit à un acheteur « Écoutez, cet article, c'est le meilleur, par contre, il est trop cher pour vous. » Et l'acheteur qui répond « Ok, je le prends. » Ok. Alors, explication. Il s'est passé deux choses en fait. Au niveau sociologique, on a une interaction adulte-adulte. Finalement, le vendeur exprime deux faits. C'est le meilleur, mais il est trop cher pour vous. Okay. Une des réponses qui aurait pu être adulte-adulte de la part de l'acheteur, c'est « vous avez raison dans les deux cas » ou « vous avez tort dans l'un des cas ». Enfin, voilà. Sauf qu'il s'est passé un truc caché. Notre vendeur, assez entraîné, ou peut-être de manière inconsciente, a lancé un appât à l'enfant de l'acheteur. Et donc, l'acheteur a totalement saisi l'appât, et c'est son enfant qui a réagi. Bah, tant pis pour les conséquences financières, je vais lui montrer à ce salaud que je suis capable de l'acheter. Donc le niveau social, c'est vraiment ce qui est prononcé, ce qui est dit verbalement, et le niveau psychologique, c'est tout ce qui n'est pas dit verbalement, tout ce qui est sous-jacent, ce qui n'est pas entendu, mais compris, les fameux sous-entendus. Autre exemple. Donc là, avec un niveau sociologique adulte-adulte et niveau psychologique par enfant. Par exemple, Marc, qui vient voir Delphine en lui disant bah, « Dis-moi Delphine, toi qui ranges super bien tes dossiers, tu pourrais me dire où se trouve le dossier Tartampion ?» Et Delphine « Ah oui, bien sûr, attends, je te le retrouve de suite. » Donc là, adulte-adulte, effectivement, parent-enfant, et même je dirais enfant adapté de la part de Delphine, qui s'est réveillée. Je vous en donne d'autres. Dans la vie de couple, le message social « Tu ranges pas tes chaussettes propres ?» Adulte-adulte. Et le message caché parent-enfant « Les chaussettes propres et repassées doivent être rangées dans un tiroir. » Ou le ou la Scrum Master qui demande en fin de sprint « Vous avez atteint votre objectif de sprint ?» Adulte-adulte. Mais en fait, parent-enfant, avec un ou deux membres de l'équipe qui réagissent en mode « Bah non, on n'a pas eu le temps. » Enfant rebelle même. Ça vous Ok, il y en a qui l'ont entendu celle-là. Bref, donc vous voyez un petit peu l'idée des transactions cachées. Transactions complémentaires, c'est ce qui fonctionne à l'infini. Transactions cachées, il peut y avoir un petit problème qui se crée. Je vais passer à pourquoi les choses se répètent-elles. Donc là, c'est un petit grand écart, mais je vais faire le lien à la fin, vous allez voir. J'ai pas perdu de slide, j'ai juste perdu le fil. Donc, ici, je vous montre la citation d'Eric Berne, qui m'intéresse pas mal, qui dit « Nous naissons tous princes et princesses jusqu'à ce que nos parents nous transforment en crapauds. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Eric Berne? C'est que chacun naît avec des capacités et tout le potentiel possible. On a tout le potentiel pour nous développer, pour nous sentir bien, nous exprimer. Mais, donc on est tous des princes et princesses en puissance. Mais, depuis qu'on est enfant, on reçoit de la part de nos figures parentales des messages qui peuvent nous dévaloriser à nos propres yeux, qu'on a interprétés aussi comme dévalorisants. Et ça nous amène à nous conduire un peu en deçà de notre potentiel, de nos capacités. Et donc, on devient finalement des crapauds au lieu des gagnants que la vie nous destinait à être. Sympa Eric Berne avec les parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Depuis tout petit, en fait, on a été élevé d'une certaine manière, on a vu comment on interagissait avec nous, comment recevoir des signes de reconnaissance. Et on s'est construit petit à petit, de manière inconsciente, un scénario de vie. On se définit d'une certaine manière, on se définit une destinée. Grâce à des messages positifs, parce qu'il y en a eu quand même, les permissions, et des messages négatifs, comme les prescriptions driver, qui vont nous intéresser par la suite, ou les injonctions. Donc en fait, imaginez que, sans le savoir, vous êtes le metteur en scène de votre vie, metteur en scène, et que finalement votre film ne fait que se créer au fil du temps. Il n'arrête pas de grandir. C'est vraiment une construction psychologique. Et ça vous pousse finalement dans des schémas répétitifs, à poursuivre votre destinée. Typiquement, ça vous amène aussi une manière de voir la réalité, des croyances sur vous, sur le monde, sur les autres. Et de ces croyances, vous en tirez des conclusions et donc des décisions. Et ça va vous amener à influencer forcément ce que vous allez faire dans la vie et comment vous allez le faire. Par exemple, une personne qui a reçu dans son enfance on va dire une injonction de type « ne sois pas quelqu'un d'important », alors c'est pas dit comme ça, mais ça a été interprété comme ça, elle va chercher un nouveau job, elle va s'y plaire, et puis inconsciemment, elle va commencer à se saborder pour ne pas progresser, pour ne pas devenir importante dans ce job. Et puis, elle partira de l'entreprise et elle recommencera en fait dans une autre boîte.
Donc vous voyez, c'est des schémas finalement qu'on répète sans savoir, et c'est totalement inconscient. Ah, nous, on va s'intéresser en particulier aux drivers, qui sont finalement, vous allez voir, les meilleurs leviers pour tomber dans les jeux psychologiques. C'est pour ça qu'on va s'y intéresser pas mal. Donc c'est des croyances limitantes, mais pas que. Il y a un peu un double jeu, parce que quand on parle de driver, on parle aussi, il y a ce côté, ça vous conduit au quotidien. Mais en tout cas, c'est des prescriptions plutôt verbales qui ont été intégrées depuis l'enfance, qui ont été plutôt répétitifs et qui ont été données par vos figures parentales ou parents. Et donc, vous les avez intégrés comme conducteurs de votre vie. Alors, je vais les détailler et je vous invite à vous projeter un petit peu sur celui ou ceux qui vous parlent le plus. Généralement, il y en a deux qui nous parlent pas mal. C'est parti? Vous êtes toujours là? Ouais! Alors, sois fort ou sois forte. Les messages contraignants reçus, ça a pu être « arrête de pleurer »,« faut savoir se battre »,« arrête de geindre pour rien »,« arrête ton cinéma ». Et là, les comportements, c'est typiquement les personnes font preuve d'autonomie, d'indépendance, difficulté un petit peu à déléguer. Bon, ils savent vraiment prendre des décisions et prendre des risques. Par contre, peut-être une moins grande écoute des émotions, même un enfouissement de ces émotions, et même une intolérance vis-à-vis de l'émotion des autres, qui est vue comme une faiblesse. Et là, la croyance qui est derrière ce driver, c'est « il faut que moi, je fasse attention aux autres, c'est mon rôle de montrer que je suis fort ou forte, et la vie, c'est un combat de tous les instants. » Ça parle à certaines personnes? Dépêche-toi. Message contraignant reçu, par exemple, c'est « pourquoi tu es si lent ou si lente? C'est toujours pas terminé? Oh, on est encore en retard par ta faute. » Là, les comportements, c'est souvent des personnes qui sont très pragmatiques, qui trouvent rapidement des solutions, qui ont une grande capacité à simplifier, qui peuvent réaliser une grande quantité de travail en peu de temps et qui résistent au stress. Donc, très fort et forte dans le multitasking, mais parfois une tendance à s'éparpiller et du coup avoir de l'anxiété, une mauvaise humeur au quotidien. Et là, la croyance, finalement, c'est que la vie est courte et perdre son temps, c'est déjà une perte de temps. Faut pas niaiser, quoi. Fais plaisir. Alors là, les messages contraignants reçus, sois gentil avec papa et maman, pense aux autres, sois sage et tu auras ci, sois gentil et tu auras ça. Là, les comportements, c'est des personnes qui sont généralement très fédératrices, qui aiment vivre en harmonie, qui sont très altruistes, à l'écoute, dans l'empathie. Très, très fortes pour satisfaire les autres, par contre, ont tendance un petit peu à oublier leurs propres besoins et ont du mal à prendre le leadership. Donc, pas mal de culpabilité aussi et une faible estime de soi. Et là, la croyance derrière ce driver, c'est que si on est gentil ou gentille et dévoué, on peut avoir des bonnes relations avec les autres et on peut être accepté dans le groupe. Je vois des petites réactions. Ça réfléchit. Fais des efforts. Message contraignant, par exemple, ça peut être ça va, c'était facile pour toi, t'as aucun mérite. Ou quand tu fais quelque chose, fais-le bien, ou le fais pas du tout. T'es sûr d'avoir vraiment terminé ce que tu avais à faire? Donc là, c'est souvent des personnes qui font preuve d'implication, de réflexion, de don de soi, qui sont très persévérantes pour mener à bien un projet, qui aiment la complexité, peut-être un peu trop même. Ça peut s'avérer assez éreintant et parfois du mal à respecter les échéances. Et là, la croyance, c'est que vraiment, pour réussir, il faut être persévérant. Réussir dans la vie, c'est quelque chose de difficile. Il faut y aller. Et enfin, le dernier, oui c'est ça, sois parfait ou sois parfaite. Donc là, les messages, ça a pu être « oh, tu peux mieux faire. J'attendais davantage de toi. Rassure-moi, tu as eu la meilleure note ?» Ou « il a combien le premier ?» Recommence tant que c'est pas parfait. Celui-là, il me parle vraiment. Donc je le joue super bien. Les comportements, donc généralement, c'est des personnes qui sont plutôt perfectionnistes, attentifs aux détails, un peu du mal à tenir les échéances, assez propices au burn-out aussi, grande capacité d'engagement et implication. Alors, très haut niveau d'exigence envers soi-même et envers les autres. Un bon syndrome de l'imposteur aussi qui pointe le bout de son nez. Et très sensible au jugement d'autrui. Et là, la croyance, c'est que finalement, avoir le contrôle sur tout ce qui l'entoure, et amener des choses parfaites, c'est ce qui permet d'être reconnu. La confiance n'exclut pas le contrôle. La fameuse phrase. Je l'entends trop en ce moment d'ailleurs. Donc, je vais vous laisser un petit temps. Mais je vous invite à vraiment réfléchir à un ou deux drivers qui vous parlent le plus. Et si vous êtes à l'aise, je vais les passer un par un. Et je vais vous demander de lever la main. Pas de vous lever, parce que c'est trop d'efforts quand même après manger. Mais de lever la main dès qu'il y a un driver qui vous parle.
Pas d'obligation, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, sans souci. Et puis ça me permet de boire un coup pendant ce temps. Alors, à qui ça parle le sois fort ou sois forte? Oh, il y en a pas mal dans la salle. Ok. Le fait des efforts. Ouais. Dépêche-toi. Ok. Fais plaisir. J'avais repéré les petits hochements de tête du fait plaisir. Et le sois parfait ou sois parfaite. Ah, pas mal, pas mal. Ok. Eh bien super, déjà bravo et merci d'avoir partagé ça. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Et alors pourquoi je vous ai parlé de transactions cachées avant? En fait, il y a une fusion totalement démoniaque entre transactions cachées. Ouais, moi aussi, je me suis trop amusée à le faire. Entre transactions cachées et scénario de vie et driver, quand les deux sont combinés, jeu psychologique arrive. Allez, je passe à la suite. Donc, on va passer à l'autopsie justement des jeux psychologiques et ceux qui vous font le plus réagir justement. Parce qu'en fait, un jeu psychologique, ça se construit toujours comme ça. Un attrape-nigo, un point faible, enfin qui fait réagir votre point faible ou votre sensibilité. Et derrière, on rentre, donc l'attrape-nigo, vous l'avez repéré, hein, c'est les fameuses transactions cachées. Point faible, vos drivers, scénario de vie qui s'activent, vos croyances. Fusion! Et on rentre dans une grande escalade jusqu'à un coup de théâtre et puis finalement, bénéfice négatif pour tout le monde. Oui, parce qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Hein. Dans les jeux psychologiques, vous êtes tous perdants, généralement. Donc, un petit résumé, les jeux psychologiques, c'est un échange entre une ou plusieurs personnes. Sauf que le but réel, ce n'est pas la poursuite de ce qui se passe au niveau social, c'est ce qui se dit pas, c'est ce qui se sous-entend au niveau psychologique, en fait, le but réel. C'est totalement inconscient. Donc, je vais vous arrêter dès maintenant. On ne va pas être à la recherche du méchant manipulateur et du pauvre gentil qui se fait avoir tout le temps. Malheureusement, vous tombez et vous en faites tout le temps des jeux psychologiques. Je vous invite d'ailleurs à être très observateur à Noël. C'est pépite. Il y en a plein. Mais en tout cas, Eric Berne, en fait, il décrit les jeux psychologiques comme des passe-temps. Ça fait vraiment partie de nos passe-temps au quotidien. On en a besoin. On l'utilise tout le temps. Et on tombe dedans tout le temps. Le problème, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que on a des bénéfices négatifs, que vous, ça réveille des croyances parfois limitantes chez vous. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir les repérer et de temps en temps de les éviter, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Moi je trouve. Alors, premier way out que je vous propose, c'est déjà connaître et repérer votre point faible. Alors, point faible, c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, c'est comme ça qu'ils disent dans la théorie. On va dire sensibilité. Et du coup, ça passe déjà par connaître justement vos drivers, vos scénarios de vie. Commencez à les appréhender. Donc bravo, vous avez déjà fait cette première étape. C'est pour ça que je vous ai amené ce premier mouvement de main. Mais en tout cas, voilà, se connaître soi-même, déjà, ça permet de repérer ou peut-être votre sensibilité. Également, ce que je vous invite à faire, c'est dans une interaction, si vous sentez une émotion négative apparaître ou un petit mode défensif, c'est peut-être que votre driver est en train de s'activer. Donc, en prendre conscience, écouter ces émotions-là. Ensuite, prendre du recul face à cette émotion. Finalement, ok, je sens que ça m'active. Quel besoin non satisfait est à l'œuvre? Qu'est-ce qui fait que ça me maintient là dans une situation récurrente? Et alors, je vous invite aussi à vous sortir de la tête qu'en face de vous, vous avez des personnes odieuses et manipulatrices, parce que, encore une fois, les jeux psychologiques, c'est totalement inconscient. Donc, je vous invite également aussi à vous poser la question de, ok, quel est également le besoin profond de la personne en face de moi, qui n'est pas satisfait? Parce que l'attrape-nigo, hein, c'est pas pour rien qu'on le cherche, hein, généralement. Alors, des petits exemples de jeux. C'est là où vous allez vous éclater à Noël. Le jeu du oui mais. Alors celui-là, c'est vraiment le masterpiece. Donc, par exemple, Jean-Charles, développeur, qui va voir Leïla, Scrum Master ou coach, hein, la mine défaite, les larmes aux yeux, et qui la voit et qui lui dit « Écoute, j'ai un méga problème, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'en sortir, avec un tel, ça va pas. » Et Leïla, « Ah, raconte-moi ça, tu veux qu'on aille boire un café ?» On adore les cafés en vrai.
Donc, Jean-Charles lui raconte tout son problème et Leïla, là, commence à lui proposer des idées de solutions. Mais est-ce que tu as essayé de faire ci? Ouais, mais ça sert à rien, ça marchera pas parce que... Bah, pourquoi tu tentes pas ça? Oui, mais si je fais ça, imagine ce qu'ils vont dire. Ah, mais peut-être que tu pourrais faire ci. Ouais, mais je peux pas, c'est carrément impossible. Ça vous parle, ça? Alors, qui se retrouve un peu plus chez les Jean-Charles? Il n'y a aucun Jean-Charles? Ah, quand même. Ok, nous avons quelques Jean-Charles. Qui se retrouve un peu plus dans Leïla? Ah, il y a plus de Leïla. Très bien. Alors, c'est marrant parce que généralement, je reviens juste en arrière, généralement, les Jean-Charles, on retrouve pas mal les sois parfait, fais des efforts et fais plaisir. Et les Leïla, on va plutôt retrouver les sois fort, sois forte et fais plaisir. Je sais pas si ça a marché, mais... Donc si on décortiquait tout ça, au début, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avons inconsciemment Jean-Charles qui cherche le sauveur qui sommeille en Leïla. Son envie d'être utile, de rendre service, son côté Zorro. Et en fait, derrière, on suit une escalade et un cercle vicieux parce qu'en fait, peu importe tout ce que Leïla va proposer, Jean-Charles va le réfuter. Va lui proposer, enfin, lui donner des objections. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un niveau social adulte-adulte, mais un niveau psychologique parent-enfant. Enfant-parent même. Enfant côté Jean-Charles, parent côté Leïla. Et le coup de théâtre, que je ne vous ai pas montré ici, mais qui aurait pu avoir lieu, c'est, par exemple, Leïla qui commence à perdre patience et lui dire « Bon, écoute, je ne sais plus quoi te proposer, débrouille-toi tout seul. » Ou sinon, Jean-Charles, agacé, qui commence à dire bah, « Tu vois, je t'avais bien dit que ma situation n'était pas facile, hein ?» Je l'avais dit, hein. Bon, dans tous les cas, on a un bénéfice totalement négatif pour les deux parties, puisque d'un côté, nous avons Jean-Charles qui n'a pas le sentiment d'avoir été aidé, qui même a un petit peu défié inconsciemment Leïla de trouver des meilleures solutions que lui. Lui, le besoin inconscient, finalement, c'était de valider une croyance qui était que sa situation est tellement compliquée que personne d'autre peut l'aider, qu'il peut demander de l'aide, mais il n'a rien à attendre des autres, il faut qu'il se débrouille tout seul. Personne ne peut rien pour lui, ça va être très difficile. Et Leïla, qui n'a pas le sentiment d'être utile, ou d'avoir aidé, ou que ses propositions ne soient pas écoutées, elle, ça confirme d'autres croyances. Qu'il faut aider, faire plaisir pour être appréciée, que les gens s'intéressent à elle. Elle n'a pas été à la hauteur. La prochaine fois, il faut qu'elle redouble d'efforts, finalement. Elle n'a pas proposé d'assez bonnes solutions. Pas assez bien. Alors, je vais parler en particulier aux Leïla de ce monde. Ça tombe bien, il y en a pas mal dans la salle. Parce que la trappe Nigo, encore une fois, c'est comme une canne à pêche qui est lancée, c'est plutôt inconscient. Là où vous pouvez jouer, c'est, rappelez-vous, le point faible. La sensibilité qui s'active chez vous. Donc, si vous êtes une Leïla de ce monde, je vous invite à utiliser l'écoute participative. C'est-à-dire de prêter une oreille attentive aux Jean-Charles et aux autres personnes, effectivement, qui ont besoin de se confier. Mais déjà, proposer son écoute, c'est beaucoup, hein. Enfin, c'est déjà bien, hein. La personne, elle a peut-être juste besoin de se plaindre. Juste besoin de verbaliser sa situation. Donc vous pouvez être le canard en plastique bienveillant qui écoute. Autre chose, être en empathie sèche. Alors la différence avec l'empathie humide, alors là je donne l'image souvent du bavoir, quand c'est humide c'est que ça déteint, que ça transperce sur vous. Là ce que je vous invite c'est rester en empathie sèche, c'est-à-dire être effectivement dans la compréhension des émotions et de la complexité de la situation de la personne en face. Vous pouvez valider cette complexité, bah oui c'est vrai que c'est pas évident ce que tu vis, mais pas le ressentir. Pas prendre en charge pour vous les émotions de l'autre. Pensez au bavoir. Pas que ça tâche sur vous. Buvard, en fait, c'est pas un bavoir. Merci, ok. Personne ne me corrige, hein. Je peux continuer avec mon histoire, mais... bavoir, ça marche aussi. Mais bon, bref, non, c'était buvard. Buvard, n'importe quoi. C'est pas grave, c'est la chaleur. Également, ce que je vous propose, pour être dans cette écoute participative, c'est de poser la question, quand quelqu'un amène une situation compliquée, est-ce que tu as eu des pistes d'idées finalement pour sortir de cette situation? Est-ce que quelqu'un pourrait t'aider? Donc là, pareil, vous lui faites verbaliser les idées que la personne a déjà eues. En fait, le jeu du oui mais, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils ont déjà réfléchi à des tonnes d'idées. Donc tout ce que vous allez proposer, ils y ont déjà pensé. La personne en face, en fait, est experte de sa situation. Pas vous.
Donc il faut la replacer dans ce rôle d'expert. Et encore une fois, pas encore une fois, mais super important, faire clarifier l'intention. Quand on est dans une interaction comme ça, où on sent qu'on va tomber dans un jeu ou que ça active quelque chose chez nous, clarifier le contrat de l'interaction. Qu'est-ce que tu attends de moi d'ici la fin de cette discussion, d'ici la fin du café, d'ici la fin du dîner? Comment est-ce que je peux être le plus utile? Et là, ça vous permet en fait de mettre au grand jour la transaction cachée. Elle n'est plus cachée, elle est totalement officielle. Et la personne, elle va être capable de vous verbaliser, bah écoute là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de réfléchir avec toi à des idées de solutions, j'ai juste besoin de vider mon sac, etc. OK? Allez, d'autres exemples de jeux. Alors là, ils sont un petit peu dans la même veine, donc j'en montre 2 d'affilée. Le « c'est affreux ». Donc Elena, par exemple, qui raconte son accident de ski et tous les soucis médicaux qui s'en sont suivis, mais genre dans le détail en plus. J'ai pété la rotule, le sang a giclé, enfin voilà. Laurent, qui écoute avec grande intention, en ponctuant « Non mais c'est affreux, ma pauvre, ce qui t'est arrivé, c'est horrible !» La variante, alors elle s'appelle pause café, mais on peut la traduire en apéro, dîner de Noël, dîner entre amis, enfin bref, c'est toujours la même chose. Par exemple, pause café, Abdel qui commence en disant bah, « Tu vois ce qu'on est encore en train de nous faire faire dans cette organisation pourrie là ?» Et le groupe qui acquiesce et qui surenchérit sur les problèmes que vit l'organisation. « Non mais les managers, ça va pas du tout. » Tout ça. Ça vous parle? On adore ces jeux en vrai. Eh oui, ça nous fait passer le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, là vous avez des situations un peu similaires avec 2 personnes qui sont en position de victime face à un persécuteur qui est non présent. Donc, en l'occurrence, la montagne, l'organisation, la société. Et le besoin sous-jacent, d'un côté, pour Elena, c'est d'attirer la sympathie face à sa détresse, d'être, on va dire, accueillie dans le binôme, d'être supportée. Et côté Abdel, de se sentir aussi appartenir à un groupe face à un ennemi commun. Alors là, je vous montre le triangle de Karpman parce que c'est vraiment la base de tous les jeux psychologiques. Vous avez donc Karpman, donc, qui est un élève de Eric Berne et qui, du coup, vous montre persécuteur, victime, sauveur. C'est vraiment cette base-là assez récurrente, avec donc la victime souvent qui est en position de se plaindre de sa condition, des actes de son persécuteur, qu'ils soient réels ou abstraits, le persécuteur qui est en position plutôt d'attaque, qui va casser du sucre sur le dos de la victime, et le sauveur qui va venir en position d'aide, de défense, pour aider la victime face au persécuteur. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans une même relation ou une même interaction, on peut avoir tendance à naviguer entre les trois. On s'amuse, on se balade. On commence à un endroit et on finit à un autre. Donc du moment où vous êtes dans le triangle, c'est pour ça qu'il appelle le triangle dramatique, c'est comme le triangle des Bermudes, c'est que vous y restez, vous ne pouvez plus sortir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que selon votre driver, on peut avoir un peu plus tendance à être dans l'une ou l'autre des positions. Typiquement, posture de victime, on retrouve très souvent les soit parfait, soit parfaite, fait des efforts et fait plaisir. Sauveur, on retrouve souvent les soit fort, soit forte ou fait plaisir. Et persécuteur, on retrouve les soit fort, soit forte, dépêche-toi et soit parfait ou soit parfaite. Alors, je précise que victime, sauveur, persécuteur, ce n'est pas forcément des positions que vous adoptez au quotidien, mais c'est qu'au vu de vos drivers et des comportements qu'ils amènent, vous avez des exigences, des peurs, des croyances que vous avez développées envers les autres et envers vous-même, et du coup, vous allez avoir tendance à adopter l'une ou l'autre de cette position plus naturellement. Ça vous parle tout ça? Je sais pas si je veux me l'avouer. Alors, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est justement des way out pour sortir de ces différentes postures, sortir du triangle dramatique. Déjà, pour sortir de la posture de victime. Alors, je précise quand même que dans certains cas, comme ce que je vous ai présenté au début, de harcèlement, maltraitance, violence, abus de pouvoir, etc., vous êtes de vraies victimes, d'accord? Et à ce moment-là, il faut appeler à l'aide ou fuir. Là, je parle plutôt de situations récurrentes que vous pouvez repérer, où vous vous sentez en position de victime et d'impuissance, alors que peut-être vous avez une possibilité d'en sortir. Je préfère mettre de la nuance quand même.
Donc plusieurs questions à se poser pour sortir de ce sentiment d'impuissance, justement. Première chose, alors face à une demande, une situation, est-ce que la personne en face de vous, qui vous fait la demande, qui vous met devant le fait accompli, est-ce qu'elle dispose d'une vraie autorité sur vous? Parfois, c'est juste ressenti, c'est juste perçu. Ensuite, quels sont les éléments concrets qui font que cette demande ou cette situation vous paraît vraiment excessive? Ça vous permet de rester factuel, d'analyser la situation la plus objectivement possible, de réveiller votre adulte. Et surtout de repérer quelle épine dans le pied ça vous amène. Capacité, dispo, reconnaissance, que sais-je. Est-ce que vous avez envie d'accepter la situation? Est-ce que vous vous sentez capable? Alors ça permet d'avoir un petit recul sur votre état du moment, émotionnel ou physique. Parce qu'on n'est pas forcément tout le temps capable d'accepter toutes les demandes. Sur quel point vous êtes prêt à lâcher prise? Donc ça, c'est dans l'idée d'être dans une dynamique gagnant-gagnant. La personne vous fait une demande, ok, qu'est-ce que je peux amener comme compromis potentiellement? Et enfin, et peut-être la question la plus importante, quelles conséquences je crains vraiment si je refuse? Est-ce que c'est grave? Ça permet de dégonfler le ballon parce que parfois c'est peut-être pas grave en fait, si on refuse. Je passe à la posture du sauveur, et notamment la trousse du sauveur qui a été amenée par Claude Steiner, psychothérapeute, donc élève également d'Éric Berne, un peu comme Karpman. Alors, pour le sauveur, donc pour toutes les Leïla qui étaient présentes, c'est ici que ça se passe. Déjà, est-ce que le problème qui est présenté, est-ce qu'il est de votre responsabilité? Parce que ça, c'est super intéressant chez les sauveurs, c'est que souvent, on se sent un petit peu responsable d'aider les autres. On a un sentiment un peu de culpabilité de ne pas le faire, même. Mais en fait, rappelez-vous que ce n'est pas aider l'autre à aller vers l'autonomie que de l'aider tout le temps. Autre chose, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour répondre à la demande, pour aider cette personne? Encore une fois, chacun son métier, chacun son expérience. Souvent, on utilise sa vie et son expérience personnelle comme vérité générale. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils en disent, les professionnels? Et surtout, à cet instant, est-ce que vous avez la capacité, finalement, de répondre à une demande, d'aider la personne? Petit rappel, penser à soi, c'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est faire preuve d'altruisme. Parce qu'au moins, si vous êtes vraiment en état d'écouter la personne, vous amenez une meilleure écoute que écoute, je t'amène une écoute parce que là, j'ai pas trop le choix et que j'ai juste mon sauveur là qui me... Donc, soyez altruiste envers vous-même. Est-ce que vous en avez envie? Vous avez le droit de ne pas avoir envie. Vous êtes important également. Est-ce qu'une demande, on revient au contrat, est-ce qu'une demande a été faite par la personne? Est-ce que vous avez vérifié qu'elle a fait une vraie demande? Donc ça, c'est clé. Rappelez-vous, votre driver, il ne va pas arrêter de vous titiller. C'est comme une espèce de plaie qui n'a pas été pensée, quoi. Encore une fois, parfois, le seul besoin de la personne, c'est juste d'être écouté. C'est juste de verbaliser sa situation. Et vous avez un adulte en face. Même les enfants savent faire des demandes, donc ayez confiance en l'adulte en face de vous. Est-ce que le contrat est clair? Dernière question, est-ce que la personne fait la moitié du chemin? Imaginons que, du coup, la demande a été formulée, que la personne vous dise « Écoute, j'aimerais bien effectivement qu'on prenne le temps de réfléchir ensemble, j'ai besoin d'avoir ton avis. » Ok. Mais est-ce que la personne, elle cherche avec vous? Ou est-ce que vous retombez dans le « oui mais » parce que ça peut revenir à n'importe quel moment, faut faire gaffe. Alors d'ailleurs, vis-à-vis de ça, de la posture du sauveur, je vous conseille vivement le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Anzembourg, que je trouve super bien. Et la version d'ailleurs illustrée est assez cool pour ceux qui ne sont pas très fans de la lecture. Ça fait BD, c'est sympa. Allez, je finis avec sortir de la posture de persécuteur. Alors oui, on est tous un peu persécuteurs. Je vois déjà, non mais moi jamais, je suis jamais persécuteur. Alors si, vous savez quand vous boudez un petit peu les gens qui vous ont un peu contrarié, quand ils vous ont dit quelque chose qui vous a vexé, ou quand vous lancez des piques en public sur quelqu'un, ou à table. Quand vous coupez le chauffage ou la clim sans en parler aux collègues. Ou
quand vous acceptez de rendre service et de prendre du temps pour quelqu'un, mais qu'un mois plus tard, vous allez lui reprocher. Tu te rappelles quand j'ai fait ça pour toi? Alors, donc face à ça, parce que oui, ça nous arrive d'être persécuteurs, rappelez-vous dans le triangle, je vous ai dit qu'on naviguait un petit peu. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé de Jean-Charles qui avait un coup de théâtre potentiellement avec bon écoute, ma situation est tellement impossible, je ne peux pas comprendre, ou Leïla qui pourrait réagir en mode écoute, j'en ai marre de t'aider, bah, là, on passe persécuteur. Souvent, persécuteur, c'est soit une victime qui ne se sent pas aidée, pas assez en tout cas, qui passe persécuteur, soit c'est un sauveur qui en a marre de sauver et qui passe persécuteur. Donc, face à ça, ce que je vous propose, c'est d'être toujours, le plus possible, dans une position de vie plus, ou ok, comme c'est dit dans la théorie. Là, je vous ai mis une petite illustration, parce que l'image vaut 1000 mots. Donc, ok, c'est vraiment cette situation de vous considérer autant l'autre que vous vous considérez vous-même. Je suis ok, tu es ok. Celle qui est en haut à gauche, vous n'êtes pas ok, et moi je suis ok, c'est typiquement la posture potentiellement persécuteur, victime. On peut tenter, on peut aller dans une attitude même manipulatoire. Je me sens plus que toi. Pour des raisons, parce que je sens que j'ai la connaissance, tu l'as pas. En bas à gauche, donc là c'est je suis pas ok, vous êtes pas ok, le monde est pas ok, là c'est plus un état dépressif. Et en bas à droite, je ne suis pas ok et vous êtes ok, je me sens inférieur à vous, moins bien, potentiellement posture victime. Donc, et idéalement, adopter une posture plus, ça vous permet de ne pas vous oublier dans le jeu et de ne pas oublier non plus la personne en face, qui peut être expert de sa situation, etc. Autre chose, apprendre à dire non avec assertivité. Alors si vous ne connaissez pas la notion d'assertivité, je vous invite à vraiment creuser cette notion que je trouve géniale, qui va avec cette notion ok, et qui est une attitude de communication, justement, qui se différencie de l'attitude de manipulation, de passivité ou d'agressivité. Assertivité, c'est vraiment cette idée de ok, je te considère autant que je me considère, et je te dis non, j'assume mon non, et tu le prends ou tu le prends pas, mais c'est comme ça. Et j'accepte que tu le prennes pas, hein. Tu peux ne pas le prendre, mais c'est comme ça. Et enfin, utiliser les principes de la communication non violente. Bon, je pense que depuis ce matin, vous en avez bien entendu parler de la communication non violente, donc je vais aller vite, mais éviter le tu qui tue, être à l'écoute de ses besoins et ceux des autres. Bref, être dans l'écoute de ses propres besoins et des besoins des autres, toujours. Allez, je passe à la conclusion, parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, en résumé, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que les jeux viennent de la fusion de transactions cachées et de l'activation de vos drivers et scénarios de vie. Comment faire pour en sortir, ou pour en tout cas essayer de les contourner au maximum? C'est déjà repérer votre sensibilité, votre point faible, ce que vous avez déjà commencé à faire, donc avec une vraie connaissance de soi, et pour développer votre autonomie, à quel moment je dois demander de l'aide. Proposer une écoute participative, en pratiquant l'empathie sèche, avec le buvard et pas le bavoir, et en clarifiant le contrat. Et enfin, sortir de la posture de victime, sauveur, persécuteur, qui est, comme je vous ai dit, la base de la majorité des jeux psychologiques. Donc je vous ai donné tout à l'heure, en tout début, mon exemple de harcèlement au travail. On va dire que c'est peut-être une des pires situations d'interaction toxique, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, voilà, ma conviction et mon intention aujourd'hui, c'était de vous montrer que sortir des interactions toxiques et vous découvrir, c'est un super moyen pour apaiser les relations, apaiser vos interactions au quotidien et surtout développer votre plein potentiel. Alors, en conclusion, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est et si nous repassions des crapauds que nous sommes devenus aux princes et princesses que nous étions destinés à être? Merci.